Et un petit pavé qui n'est pas tombé inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le journaliste français Jean Quatremer qui l'a signé la semaine dernière. C'était dans le journal Libération et qui depuis a fait couler beaucoup d'encre et couler aussi beaucoup de tweets. On en parle ce soir avec l'auteur lui-même et Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise. Alors une fois n'est pas coutume et pour cause d'agenda, cette interview a été préenregistrée tout à l'heure. Bonsoir messieurs, vous allez bien ? Oui, très bien. Allez, Jean Quatremer, une semaine que votre article est sorti dans le journal Libération, une semaine de polémiques, de discussions, c'est parfois aller même très loin de la part de certains journalistes, chacun jugera. Est-ce que franchement vous vous attendiez à un tel tollé ? Absolument. Absolument, ça je dois dire, je savais qu'en tant que Français... En tant que Français, je savais qu'en écrivant un article critique, soit sur Bruxelles, soit sur la Belgique, etc., on me renverrait ma nationalité au visage, du moins en Belgique francophone. Pourquoi ? Parce qu'il y a un arrière-fond, exilé fiscal, etc. Non, je crois que chez une partie, heureusement minoritaire des Belges francophones, on entretient une sorte de sentiment, je ne sais pas, d'infériorité, où on considère que les Français sont arrogants, méprisants, dominateurs, sûrs d'eux-mêmes, et j'en passe. Bref, le Français critique, il n'a qu'une chose à faire, c'est à rentrer chez lui s'il n'est pas content. Donc je dois avouer que c'était un peu surprenant. Rudy Vervoort, vous de dîner de la tête là, mais vous avez quand même dit ce matin, si je ne m'abuse, que c'est l'image qu'on donne à la France de Bruxelles qui vous a choqué. Oui, je pense que dans les constats, on a évidemment beaucoup focalisé sur la question de propreté, mais l'article balayait d'autres thèmes que la propreté. Je pense que ce serait intéressant qu'on en discute. On va en parler, oui. Mais sur le côté français. Mais voilà, je pense que ce qu'on a un peu perdu de vue dans le débat qu'on a mené ici, principalement à Bruxelles, c'est que c'est un article destiné à un lectorat français, puisque c'est Libération qui a publié l'article. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus, je dirais, dans la critique amicale, entre guillemets, qu'on doit pouvoir accepter, je trouve. Évidemment, et les problèmes, on sait qu'ils existent, on a travaillé pour trouver des solutions. Mais ici, je dirais, la charge était vraiment très, très forte et donnait une image, me semble-t-il, extrêmement négative de Bruxelles. Vous êtes senti pour un Français qui ne connaît pas la Belgique et qui ne connaît pas Bruxelles, lire cet article... C'est de se dire, je ne mettrai jamais les pieds en Belgique. Il n'a plus envie de venir. Alors, ça, je pense que c'est dommageable pour notre image, mais malgré tout, bien évidemment que nous sommes ouverts à la critique, nous sommes ouverts au débat, mais peut-être pas de cette manière. On va voir que vous êtes ouverts au débat, on va l'entendre. Sur le côté français, c'était voulu, c'était un message aux Français ? Mais non, mais encore une fois, je veux dire, un article, c'est un article. Nous, on prend un angle. C'était une commande de Libération ? Pardon ? C'était une commande de Libération ? Non, c'est moi qui l'ai proposé. Ça fait très longtemps que je l'avais, que je le ruminais, cet article. Dans mon carton, Voilà, j'avais ça dans mes cartons, parce que, effectivement, quand on voit les choses évoluer extrêmement lentement, voire pas du tout, allons rue Béliard, tous les quartiers européens. Moi, je suis ici parce que les institutions européennes sont à Bruxelles, comme 300 000 personnes à peu près qui sont là parce que les institutions européennes... Je rappelle que vous couvrez l'actualité européenne pour Libération. La plupart des correspondants étrangers sont ici parce que les institutions européennes, on voit que les choses ne changent pas. Le quartier européen, ça reste quand même un grand trou noir de la politique d'urbanisme de la région. Donc, il y avait longtemps que j'avais envie d'écrire cet article. Mais encore une fois, c'est un angle. Et ce que j'écris dans cet article, vous pouvez le trouver dans les revues ou les livres d'urbanisme consacrés à Bruxelles. Parce que l'essentiel de l'article, c'est surtout la bruxellisation, la destruction de la ville par ses propres élites politiques. On peut trouver ça peut-être dans d'autres magazines, c'est possible. N'empêche, le ton est un peu différent. Vous provoquez quand même, avouez-le. Quand vous parlez, par exemple, quand vous comparez Bruxelles à Athènes, vous dites c'est la seule ville en Europe qu'on peut comparer à Bruxelles. Mais là, c'est la provoque, non ? Mais le journaliste, il est là pour déranger, il est là pour provoquer, il est là pour lancer un débat. Et d'ailleurs, c'est réussi. Regardez, j'ai lancé un débat. Ça marche. J'ai lancé un débat magnifique. Le journalisme, il n'est pas là pour entretenir le ronron, la bienséance. On est là pour déranger. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'en Belgique, on a un peu perdu l'habitude de ce journalisme rentre-dedans. C'est-à-dire, quand vous faites une enquête, vous y allez. Moi, quand j'ai enquêté sur les affaires au sein de la Commission européenne, on me disait la même chose. Oui, c'est très provoquant. Vous donnez une mauvaise image de la Commission européenne. Bah oui, et ce jour-là, j'ai donné une mauvaise image de la Commission européenne où il y avait une commissaire française qui fraudait. Voilà. Pour parler de la saleté, Rudy Vervoort, oui ou non, est-ce que Bruxelles est sale selon vous ? Non, je pense qu'il ne faut pas donner une image unilatérale. Qu'il y ait des problèmes en termes de propreté, oui. Et j'apprends que l'article a été rédigé il y a quelque temps déjà. Les choses ont évolué. Je veux dire que dans le cadre des discussions qu'on a entre Bruxellois, nous avons convenu, notamment en matière de propreté publique, de changements importants, puisque d'ici la fin de l'année probablement, tout ce qui aura trait au nettoiement des voiries
reviendra exclusivement dans la compétence des communes. Ce qui inquiète d'ailleurs, entre parenthèses, un petit peu les ouvriers Non, il y a eu un accord entre Bruxelles Propreté et le gouvernement, donc de ce point de vue-là, l'apaisement est total. Ouais. Et donc, ça permettra aux communes d'être, dans leur mission de proximité, beaucoup plus rapidement sur la balle quand il y a un problème de déversage clandestin ou autre. Aujourd'hui, c'est vrai que la région est un peu trop éloignée. Et le problème qu'on connaît, c'est principalement dans les voiries régionales, où ils travaillent avec des cycles de passage qui sont prédéterminés. Donc là, ce seront des balayeurs communaux, c'est ça que vous confirmez, même sur les voiries régionales? Non. Alors ça, chaque commune s'organisera comme elle veut. Elle aura à disposition le personnel de l'agence qui était dédié à l'entretien de ces voiries-là, mais elle organisera elle-même les tournées, la manière de répondre aux déversages clandestins et autres. Donc ça, je pense que c'est un élément qu'il était temps de prendre en compte. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même de donner trop, entre guillemets, d'autonomie aux communes? On sait qu'il y a parfois des dossiers qui bloquent, on ne va pas reparler de Saint-Josse ou des discussions autour du tram 71. Attendez. Là, vous passez à un autre débat qui est celui de la mobilité. En matière de mobilité, là aussi, les décisions sont prises. C'est la région qui déterminera la politique de mobilité au travers d'un plan régional de mobilité. Il appartiendra aux communes de décliner ce plan localement, mais dans le respect du plan régional de mobilité. Bien évidemment, la mobilité ne se réglera pas qu'au niveau bruxellois. Ça nécessitera des investissements du fédéral, d'autres régions également, de l'Aisne qui veut s'implanter à Bruxelles avec de nouvelles lignes de tram. Ça peut être positif pour les Bruxellois. Il faut pouvoir en discuter et en profiter. Donc, je pense que sur ces aspects-là, les choses sont en train d'évoluer. Moi, je le dis toujours, la région, elle a 25 ans d'âge. Elle en avait 10 ans de retard par rapport aux deux autres régions. C'est une autonomie qui se crée au fil du temps, mais qui aujourd'hui fait en sorte que le pouvoir régional n'est plus, je dirais, le demi-pouvoir soumis, j'allais dire, aux volontés des bourgmestres qui pouvaient aller dans tous les sens. Aujourd'hui, nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin des communes, nous avons besoin de la région, mais il faut une hiérarchie des normes. Et le dialogue existe, d'après ce que vous dites, en tout cas entre communes et régions pour l'instant? Ah oui, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le personnel politique bruxellois a totalement intégré le fait régional. En même temps, on sent quand même une complexité administrative typique de chez nous, ça a pu vous étonner aussi, qui parfois bloque certains dossiers. Disons qu'on a le sentiment, effectivement, qu'on passe son temps à se renvoyer la balle entre la région, la commune, et puis les différents intervenants comme la STIB. Un exemple magnifique, c'est celui du déneigement des abribus. Ça a discuté pendant un mois pour savoir si c'était la région, la commune ou la STIB. Finalement, pas de réponse. Et c'est resté enneigé. Coup de chance, Deco construit du solide, ça s'est pas effondré, il n'y a pas eu de tués. Mais tout est comme ça. Je veux dire, on peut donner un autre exemple. L'avenue Legrand, par exemple, qui est séparée entre Bruxelles, Ixelles et Uccle. On va changer les rails de tram. Et là, donc, il faut réasphalter. Qu'est-ce qui s'est passé? Discussion entre les communes. Ixelles et Uccle se sont entendus pour réasphalter leur partie. Bruxelles a dit, c'est pas ma priorité, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, mais dans quelle ville au monde fonctionne de cette façon-là? Il faut pas donner davantage d'autonomie aux communes. À mon avis, à Bruxelles, le problème, c'est qu'il faut au contraire concentrer le pouvoir et donner un vrai pouvoir au président de la région pour qu'il puisse décider. C'est apparemment ce qui se passe, Rudy Vervoort, non? En matière d'urbanisme, aujourd'hui, là aussi, on est en train de modifier le dispositif législatif, puisque ce qu'on appelle les grands permis, donc c'est à peu près 200 permis par an, seront dorénavant pilotés et délivrés directement par la région. Bon, voilà, simplification. Absolument, mais ça, c'est une nécessité absolue de renforcer les pouvoirs de la région, mais même, par exemple, dans le mobilier urbain. Aujourd'hui, vous allez vous promener vous promenez à Berlin ou à Paris, tout est unifié. Mais là aussi, la région travaille à l'élaboration d'un cahier de charge devant aboutir à ce que ce soit un mobilier urbain unique pour tout Bruxelles. La STIB travaille déjà à l'élaboration d'un abribus qui sera l'abribus qui sera implanté dans les 19 communes. Donc, je veux dire, cette volonté-là, elle existe. Et donc, moi, je par pense... exemple, interdire aussi, par exemple, le fait de réouvrir l'espace public. C'est-à-dire, à Bruxelles, c'est 2 ans. À Madrid, c'est 20 ans. Par exemple, si vous changez une canalisation, tout le monde doit intervenir en même temps. C'est l'électricité, la canalisation, la télévision. Et si quelqu'un ensuite a oublié de faire les travaux, dans ce cas-là, il faut l'entreprise qui intervient doit payer les travaux. À Madrid, c'est 20 ans. Je veux dire, pourquoi à Bruxelles, il y a des travaux permanents? Les trottoirs qu'on vient de refaire sont redéfoncés. Alors, on a mis en place un système de ce qu'on appelle la coordination des chantiers en voirie. Le système prévoit effectivement l'interdiction totale pendant 3 ans. C'est sans doute peu.
Mais en même temps... Et c'est récent en plus. Oui, mais en même temps, la législation fédérale, celle-là, autorise les impétrants, notamment on a connu ça avec l'ouverture de la télécommunication d'autres opérateurs que l'opérateur historique, à chaque fois il y avait une obligation pour les communes d'autoriser évidemment le fait d'utiliser la voirie. Ouais. Ça, il y a une différence aussi à Bruxelles par rapport à d'autres villes, à d'autres pays, c'est la systématisation du tout souterrain. Donc ça, évidemment, ça a des conséquences aussi sur les chantiers. Mais au moins, on n'a pas de fil en l'air. Hein. Voilà, Pour le dire simplement. Oui, c'est ça. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on parle quand même des voitures, parce que c'est une grosse partie de votre article aussi. Vous prenez l'expression de Charles Piquet, d'ailleurs, vous dites c'est des égouts à voitures. À bagnole. À bagnole. Des égouts à bagnole, c'est encore pire. Ouais. Absolument, mais parce que tout ça, ce qui se passe, c'est que c'est le reste des années 60-70, quand la grande idée, c'était de faire traverser tout Bruxelles par des autoroutes posées sur des viaducs. Heureusement, les Bruxellois, après 10 ans de destruction de leur ville, se sont révoltés, ça a été stoppé. Mais il reste toujours ces égouts à bagnole, comme le dit très bien Charles Piquet, je veux dire, la rue Béliard, la rue de la Loi, l'avenue Louise, ça, etc. Et ça, on devrait supprimer ces égouts à bagnole. Ouais, on ne peut pas le nier, ça, Rudy Vervoort, il suffit d'ouvrir les yeux. Alors, je pense qu'il y a d'abord une donnée qui est la situation fiscale des voitures de société en Belgique. Ah, ouais. Oui, mais on oublie ça. Ouais. Mais je veux dire que quand... Expliquez-moi en deux mots. Ouais. Quand moi, près d'un véhicule sur deux est une voiture de société, ça veut dire quoi? C'est que l'employé ou l'ouvrier qui en dispose, il l'utilise. C'est moins cher. Et c'est ce qu'attend le patron aussi. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de voitures, puisque Bruxelles, c'est le premier bassin d'emploi, 700 000 emplois, qu'il y ait beaucoup trop de voitures. Et sur le fait que les voitures viennent de Flandre essentiellement, ou de Wallonie, des autres régions, qu'on ne veut pas se fâcher avec les autres régions, qu'est-ce que vous répondez? De ne pas vouloir se fâcher, c'est aussi une question de préserver la vitalité économique de la ville. C'est pour ça qu'il faut pouvoir évidemment mettre en œuvre d'autres moyens de transport. Et là, nous plaidons évidemment aussi pour que le fédéral cesse plutôt de ralentir le mouvement du RER. Qu'enfin, 20 ans de retard. Là. Voilà, oui, qu'enfin on ait un RER de qualité. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est le problème, le mal belge, je vais dire. Oui. Et donc, si demain on met en place l'ensemble des dispositifs tels qu'ils sont prévus, je pense que la ville pourra retrouver un second souffle, d'autant plus que les habitudes urbaines évoluent. Je pense qu'aujourd'hui, le Bruxellois, donc l'habitant, ne vit plus la ville comme il la vivait il y a 10 ou 15 ans. On le voit bien, il y a une fragmentation des équipements de proximité aujourd'hui. Ouais, tout doucement. Mais vous dites quand même, par exemple, que c'est une ville très dangereuse pour les piétons, même une des plus dangereuses, je crois, d'Europe. Je sais pas d'où vous tenez ce sondage d'ailleurs. Absolument, non, mais les chiffres sont absolument sont terribles pour la Belgique en soi. Ouais. Et pour Bruxelles, c'est très difficile parce qu'on voit bien que c'est très curieux parce que l'IBSR n'a pas de statistiques. Pour Bruxelles. Si, il y a des statistiques pour Bruxelles, mais pas de comparatifs à travers l'Europe. C'est très intéressant. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ces chiffres. Mais il suffit tout simplement de prendre sa voiture, de marcher, de circuler dans Bruxelles. Je dirais même que le piéton risque sa peau en empruntant les trottoirs bruxellois. Et d'ailleurs, je vous encouragerais. Moi, je vous propose de faire un test ensemble. Voilà, on va se promener ensemble. Prenez un fauteuil, une chaise roulante, un fauteuil roulant. Il y a beaucoup de personnes handicapées. Ou prenez une poussette, si vous avez le champ en bas âge, et roulez sur les trottoirs. C'est impossible. Il y a une réglementation qui s'appelle le RRU, le règlement régional d'urbanisme, qui prévoit une largeur minimale des trottoirs. Alors il y a tout le problème de l'accès, je dirais, aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes également. Enfin, sur tous les trottoirs. Mais dans tous les projets de rénovation aujourd'hui de trottoirs et autres, la région impose dans la délivrance du permis tous ces dispositifs. Aujourd'hui, on n'imagine plus rénover une rue sans prévoir les dispositifs d'accès. Pour les nouveaux trottoirs. Oui, même le problème, ce sont aussi les pavés. C'est-à-dire que Bruxelles est la seule ville où on met des pavés sur le trottoir. Essayez de rouler en fauteuil roulant sur une rue pavée, un trottoir pavé. C'est pas possible. C'est pas possible. Toute dernière question, on va conclure. Ça fait 2 semaines que vous êtes à la présidence de la région, là. Oui, le pauvre. Je suis vraiment désolé. Mon papier a eu 10 jours de retard. Il aurait dû sortir pour la fin du mandat de Charles Piquet. Je suis probablement celui qui se plaint le moins du fait qu'on parle de Bruxelles. C'est vrai qu'on en parle, parce que parler de Bruxelles, pour moi, c'est un élément essentiel du débat. C'est de considérer que Bruxelles, c'est toujours un enjeu pour les autres niveaux de pouvoir, mais ça doit avant tout être un enjeu pour les Bruxellois. Et donc ce type de débat permet aux Bruxellois de se réapproprier le débat pour le devenir de cette ville. Et donc je pense que je vais avoir une décoration de la région bruxelloise. Je sais pas, il y a un grand ordre. Le mérite de l'Iris. Voilà, le mérite de l'Iris. Voilà, peut-être le mérite de l'Iris. Merci messieurs d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup.